Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet délicat mais essentiel et surtout largement abordé sur les réseaux sociaux. Et il s'agit des fameux hommes princesses. Et donc de ces dynamiques relationnelles au sein desquelles certains hommes reproduisent inconsciemment, ou consciemment parfois, des schémas de dépendance émotionnelle. Et attention, avant de dire que je fais du male bashing, laissez-moi vous dire que ce phénomène révèle surtout les blessures profondes et les conditionnements qu'il est temps de comprendre. Alors pour commencer, je vous dirais que dans mon cabinet, je rencontre de plus en plus de femmes, épuisées par des relations au sein desquelles elles donnent tout et reçoivent peu. Mais j'accompagne également des hommes qui réalisent qu'ils ont reproduit des schémas toxiques sans même s'en rendre compte. Parce que oui, je le dis, personne ne naît homme princesse, on le devient. Et ce qui me frappe, c'est que ces hommes ont souvent grandi dans des environnements au sein desquels leurs besoins émotionnels étaient soit sursatisfaits, soit complètement niés. Ils ont été soit le petit-fils à maman, vous savez, ce gamin parfait, gentil, qui pourrait pas faire de mal à une mouche, soit l'enfant invisible qui a dû s'adapter à un environnement qui lui demandait de faire fi de ses émotions. Mais dans les deux cas, ils n'ont jamais appris l'art de la réciprocité émotionnelle. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ces hommes ne sont pas forcément narcissiques. Beaucoup sont même très sensibles, empathiques, mais ils ont développé cette croyance inconsciente que l'amour c'est recevoir sans condition. Ils confondent être aimé avec être materné. Et mesdames, ne vous méprenez pas, car si certains jouent les hommes princesses, c'est aussi parce que certaines d'entre vous, d'entre nous, consciemment ou non, ont joué un rôle dans la perpétuation de ce système. Combien d'entre vous ont été éduqués à croire que votre valeur résidait dans votre capacité à réparer, à soigner, à sauver? On nous a souvent appris à aimer sans condition, à donner sans compter, à confondre amour et sacrifice, à être la femme compréhensive, celle qui endure, qui patiente, qui apaise les blessures de l'autre au détriment parfois de son propre bien-être, de son épanouissement, de ses besoins. Et c'est ainsi qu'il nous arrive de tomber dans le piège de vouloir sauver cet homme blessé, ce compagnon sensible, mystérieux ou en souffrance, persuadé que notre amour suffira à le guérir. Comme si nos sentiments pouvaient combler à eux seuls ce que lui-même n'a pas encore appris à nourrir en lui. Mais le problème, c'est qu'à force de tout donner, pour être valorisé et vu dans le regard des autres, eh bien on se perd, on s'épuise et on se frustre. Car aimer ne devrait jamais signifier s'oublier, ni porter sur ses épaules la reconstruction affective de l'autre. Et il est donc temps de questionner ce conditionnement et de se demander: pourquoi pensons-nous devoir mériter l'amour en réparant ce que nous n'avons pas brisé, en réparant ce qui ne nous appartient pas de réparer? Et cela, malheureusement, j'ai pu souvent le constater à travers le récit de nombreuses femmes. Une consultante m'a dit très récemment: Myriam, au début, j'étais touchée par sa vulnérabilité. Il me disait que j'étais la première à vraiment le comprendre. Mais après 3 ans, j'ai réalisé que j'étais devenue sa mère de substitution. Et cette phrase résume à elle seule le glissement qui peut s'opérer dans certaines relations. Ce moment où vous cessez d'être partenaire pour devenir soutien émotionnel principal, voire béquille affective du partenaire. Et cette prise de conscience, aussi douloureuse soit-elle, peut vraiment marquer un tournant positif dans le processus de guérison, tant pour la femme que pour l'homme. Car oui, cet homme-princesse, comme certains aiment à le nommer, souffre lui aussi. Derrière cette posture de celui qui attend, qui reçoit, se cache souvent une profonde insécurité, une peur de l'abandon, du rejet, de ne pas être aimé pour ce qu'il est. Et pour tenter de se rassurer, il teste. Il repousse les limites, parfois inconsciemment, pour voir jusqu'où vous êtes prête à aller. Et indirectement, sa question c'est: m'aimes-tu assez pour tout accepter de moi? Et c'est une caractéristique que vous retrouverez souvent chez les personnes en manque de confiance, en manque d'amour et d'estime d'elles-mêmes. Et ces comportements d'hommes dits princesses se manifestent de plusieurs manières. Il va y avoir celui qui critique subtilement pour maintenir sa partenaire dans l'insécurité. Tu as pris du poids, non? Ou encore, mon ex était plus spontané que toi. Ensuite, il y a celui qui joue la victim card, qui fait du chantage affectif quand sa partenaire pose des limites. Et puis, il y a les plus subtils qui laissent simplement tout faire, qui ne prennent jamais d'initiative, qui attendent que l'autre porte la charge mentale, émotionnelle et parfois matérielle de la relation. Mais ce qui m'inquiète, moi particulièrement en tant qu'accompagnante, en tant que professionnelle, c'est lorsque cette dynamique bascule vers quelque chose de plus grave. Parce que quand l'homme princesse se sent vraiment menacé d'abandon, quand ses stratégies de contrôle émotionnel ne fonctionnent plus, eh bien il peut vite escalader vers des comportements violents. Et cette violence peut être psychologique d'abord. Il va par exemple isoler sa compagne de ses proches,
la dévaloriser systématiquement, la harceler. Mais cette violence peut aussi devenir physique. Car derrière l'image de sensible incompris se cache parfois une rage profonde contre les femmes, alimentée par des années de frustration et d'incapacité à gérer ses émotions de manière saine. Et dans cette escalade de la violence, ce que je remarque souvent, c'est l'absence criante d'une figure paternelle structurante. Ces hommes ont soit eu un père absent, physiquement ou émotionnellement, soit un père lui-même violent ou dévalorisant vers les femmes. Ils n'ont jamais eu de modèle masculin sain qui leur montre comment respecter une femme, comment gérer la frustration sans exploser, comment être fort sans écraser l'autre. Et cette absence de figure d'autorité bienveillante les laisse avec des émotions d'enfant dans un corps d'homme, sans outils pour canaliser leur colère autrement que par la domination ou la violence. Mais moi, ce qui me passionne dans mon travail, c'est que derrière chaque comportement toxique se cache une blessure qui demande à être guérie. Et l'homme princesse n'a souvent jamais appris à s'auto-réguler émotionnellement. Il cherche chez l'autre cette stabilité intérieure qu'il n'a pas développée. Et je me souviens d'un consultant qui m'avait dit « Je ne comprends pas pourquoi elle est partie, je l'aimais pourtant ». Et quand je lui ai demandé comment est-ce qu'il exprimait cet amour concrètement, il a réalisé qu'il confondait aimer avec être aimé. Il prenait mais ne donnait pas. Et en explorant la vie amoureuse de cet homme, un constat générationnel s'est imposé. Par le passé, certains hommes ont grandi dans un monde où exprimer ses émotions était perçu comme une faiblesse, et beaucoup sont ainsi devenus des pères absents sur le plan émotionnel. Et à l'inverse, leurs fils ont grandi dans une société qui prône la sensibilité, qui encourage l'expression des émotions. Sauf que personne ne leur a appris à trouver l'équilibre entre vulnérabilité et responsabilité émotionnelle. Mais ce qui, je pense, doit nous donner espoir, c'est que l'on voit de plus en plus d'hommes prendre conscience de ces dynamiques. Ils arrivent en thérapie non pas parce qu'on les force, mais parce qu'ils réalisent qu'ils reproduisent des schémas qui les empêchent d'être heureux. Et je le dis très clairement, non, la guérison ne s'opère pas en une seule séance. C'est un processus progressif, souvent complexe, fait de prise de conscience et de réajustement. Et elle commence par une étape essentielle qui consiste à reconnaître sa part de responsabilité dans ce qui joue ou sait jouer, sans tomber non plus dans l'autoflagellation. Car comprendre d'où viennent nos blessures permet de se libérer, mais aussi de ne plus en faire porter le poids à l'autre. Et puis ensuite, je dirais qu'il est nécessaire d'apprendre à répondre soi-même à ses propres besoins émotionnels au lieu d'attendre que l'autre vienne les combler à notre place. Car cette autonomie affective est indispensable pour s'établir dans des relations plus équilibrées. Et puis enfin, il y a cette étape, la plus complexe, je pense, qui demande de se faire confiance et d'aimer, sans chercher à contrôler, à donner sans calcul, tout en respectant ses propres limites. Car oui, je le répéterai autant de fois que nécessaire, mais une relation saine ne se bâtit pas sans condition. Au contraire, chacun doit se sentir accueilli dans un espace juste, clair et nourrissant pour les deux. Donc mesdames, vous qui vivez cette situation, j'ai un message de la plus grande importance pour vous. Vous n'êtes pas responsable de la guérison d'un homme, adulte qui plus est. Vous pouvez l'accompagner s'il décide de faire ce travail de guérison intérieure, mais vous ne pouvez pas le faire à sa place. Et comprendre cela ne signifie pas faire preuve d'égoïsme, c'est de l'amour de soi. Et c'est aussi une forme de confiance accordée à l'autre qui vient dire « je crois en toi pour te prendre en charge ». Car parfois, la plus belle preuve d'amour que l'on puisse offrir à quelqu'un, c'est de refuser de participer à sa destruction. Et en posant des limites claires, vous l'invitez à grandir. Et moi, c'est ce qui m'émeut parfois, après des mois d'accompagnement, c'est de voir des couples qui ont traversé cette crise et qui en sortent transformés. L'homme apprend la réciprocité. La femme apprend à recevoir. Et puis il faut quand même avoir conscience que nous vivons une période de transition relationnelle profonde. Les anciens modèles, parfois rigides, marqués par des déséquilibres, sont remis en question aujourd'hui. Ils ne sont pas tous à rejeter, mais beaucoup ne répondent plus aux aspirations actuelles en matière d'authenticité, d'égalité et de connexion émotionnelle. Et en parallèle, on peut voir de nouvelles manières d'être en relation qui émergent. Elles sont beaucoup plus conscientes, encore fragiles certes, car en cours de construction. Mais dans cet entre-deux, souvent inconfortable, chaque personne qui s'engage dans un travail sur elle-même contribue à sa manière à cette évolution collective vers des liens plus justes et plus sains. Alors si vous vous reconnaissez dans cette description, homme ou femme, posez-vous cette question. Dans mes relations, est-ce que je donne autant que ce que je reçois? Et si la réponse est non, peut-être que c'est le moment de commencer ce travail de rééquilibrage. Parce qu'au final, le feu de l'amour ne brûle pas seul. Il a besoin de 2 souffles pour danser. Merci à vous de m'avoir écouté et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.